Fréquence protestante, l'instantané politique, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Fréquence protestante, la radio qui vous écoute. Je suis en compagnie aujourd'hui du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, nous parlerons de votre nouvel ouvrage, Seine-Saint-Denis, la République au défi, qui sort le 20 octobre prochain. C'est ça, le premier ouvrage. Mon premier. Ouais. Et dans ce livre, vous revenez sur les raisons de votre engagement politique, votre vision de la gauche, à la fois la gauche du Parti socialiste et la gauche en général en France, et ainsi que sur votre département que vous présidez depuis 10 ans maintenant. C'est ça. Alors, commençons par vos débuts, afin de faire découvrir à nos auditeurs qui est Stéphane Troussel. Alors, je suis un peu votre très bel ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire avant de vous retrouver ici. Tout commence pour vous ce soir du 10 mai 1981. Ce déclic, ce sentiment d'appartenance à la gauche, vous, issu d'une famille communiste. Oui, j'ai démarré par le 10 mai 81 dans cet ouvrage parce que finalement ça symbolise un petit peu mon engagement ou mon éveil à la politique. Je n'ai que 11 ans et effectivement je me souviens très bien de l'ambiance familiale, de ce sentiment qu'il se passait quelque chose autour de moi, tout simplement que toutes celles et tous ceux qui me sont chers et qui... que ce soit mes parents, mes grands-parents et même mes camarades de classe, le sentiment que ceux qui ont la vie la plus difficile, une vie dure parfois même, eh bien ils avaient le sentiment qu'enfin ils allaient être représentés, enfin ils allaient être entendus, et que après des décennies où la gauche n'avait pas été en responsabilité, eh bien ça arrivait enfin et donc tous les espoirs étaient permis. Oui, c'est un peu le moment de mon éveil en politique. Je me souviens très bien de ma grand-mère m'accompagnant dans un bureau de vote à La Courneuve, à l'école Paul Doumer, où elle me dit cette phrase « J'espère que cette fois-ci, les Français vont faire confiance à la gauche ». Elle est plutôt communiste, mais elle est sincèrement heureuse que la victoire de François Mitterrand se dessine. Et puis, il y a ce deuxième tour où le visage de François Mitterrand s'affiche là comme ça, progressivement sur notre écran de télévision. Et l'explosion de joie un peu partout, à la fois chez moi et puis dans le reste du pays. Et c'est frappant parce que vous évoquez votre grand-mère dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage, mais vous parlez aussi d'autres figures féminines qui vous inspiraient durant votre parcours, votre mère, votre tante et surtout votre professeur de français au collège, Madame Foura, que vous décrivez comme le signe de la promesse républicaine. Oui, c'est vrai, écrire un livre, c'est l'occasion de se retourner un peu en arrière. Et quand je réponds à cette question de les personnages qui m'ont inspiré, eh bien, je remarque qu'il y a beaucoup de femmes. Pour des raisons familiales, personnelles, mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, et du coup j'ai eu dans mon entourage comme ça beaucoup de repères féminins. Ma mère, bien sûr, dont l'amour et la bienveillance m'ont encouragé à chacune des étapes de ma vie. Ma grand-mère, qui s'est beaucoup occupée de moi après la séparation de mes parents. Et puis aussi une tante, femme très, très engagée, qui est très attachée aux valeurs et qui a disparu brutalement quand j'étais enfant au début des années 80. Et ça a été une première déchirure très profonde. Et puis, oui, après, beaucoup d'enseignants, et je remarque que c'était beaucoup des enseignantes. Je pense à mon institutrice de CP, Madame Decker, et puis cette professeure de français, Madame Foura, oui, qui m'avait beaucoup marqué. Elle incarnait ce visage de l'école républicaine qui veut faire réussir tous les enfants de France. Et elle m'a beaucoup marqué par ce qu'elle m'a enseigné, ce qu'elle nous faisait faire, écrire et même sur du papier fabriqué. Vous le dites. C'est une sorte de conscience écologique avant l'heure. Et puis des phrases comme ça auxquelles je me suis rattaché quelques années plus tard. Je me souviens de cette phrase où elle nous avait dit, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un des plus hauts responsables du fonctionnement quotidien du palais de l'Élysée, eh bien c'est quelqu'un qui est issu du monde ouvrier. Et elle parlait de Pierre Bérégovoy, bien sûr. Et donc forcément, quand moi j'avais la conviction, le sentiment et la réalité d'appartenir à ces milieux populaires, j'ai grandi à la
cité des 4000, je suis né à Saint-Denis, j'ai toujours vécu à la Courneuve. Eh bien, tout ça me disait quelque chose, quoi. Et le sentiment d'appartenance aussi à cette catégorie sociale du monde populaire. Et puis de la volonté grâce à l'école, grâce au service public, grâce aussi à l'engagement politique, de pouvoir connaître une trajectoire d'émancipation. Justement, vous êtes né dans une famille politique, on le constate. Je disais une famille de communistes, mais vous ne resterez pas au Parti communiste. Vous faites le choix du Parti socialiste. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je sais ce que m'a apporté cette famille plutôt de sympathisants ou de militants communistes, une combativité, une sensibilité aux inégalités, à l'injustice sociale. Et puis après, on fait aussi comme adolescent, puis comme adulte, un peu son cheminement personnel. Et je voyais plusieurs contradictions. D'abord, face à l'espérance qu'a suscité l'élection de François Mitterrand en 81, mais aussi les réactions. La société, elle s'est un peu polarisée à ce moment-là avec une droite qui se radicalisait parce que la droite dans notre pays à cette époque considérait que la gauche était illégitime à gouverner et donc elle était très dure dans son opposition à ce moment-là. Je ne comprenais pas pourquoi le Parti communiste prenait ses distances avec l'expérience de la gauche au pouvoir, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'était aussi ce qui se passait de l'autre côté du mur de Berlin, où moi qui allais à la fête de l'humanité avec toute la famille à chaque rentrée du mois de septembre, j'avais parfois le sentiment qu'on me décrivait une réalité un peu merveilleuse de l'autre côté du mur. Or, c'était quand même pas tout à fait ce qui s'y passait. Et la troisième chose aussi, c'est qu'à un moment, à la fin des années 80, début des années 90, j'ai eu le sentiment que le Parti communiste se repliait sur lui-même, devenait plus sectaire, était moins sensible à ce qui se passait dans la société, aux innovations. Et donc, j'ai fait mon propre cheminement. Pour autant, et ça ne m'a pas empêché d'être toujours profondément attaché au rassemblement, à l'unité de la gauche. Je la pratique, je l'ai pratiquée à la Courneuve, je la pratique ici au département de la Seine-Saint-Denis, parce que, et pour moi c'est un enseignement, notamment de François Mitterrand, c'est qu'il ne peut pas y avoir de victoire possible pour la gauche si elle n'est pas rassemblée dans sa diversité. Et c'est ça qui fait sa force. Et puis, surtout, quand la gauche se rassemble, ça dit aussi la politique qu'elle va mener. Donc, il faut toujours se souvenir que pour l'emporter, la gauche, c'est d'abord toute la gauche. Quelle image avez-vous aujourd'hui du Parti communiste dirigé par François Roussel ? C'est une formation qui a, comme la mienne aujourd'hui, subit de lourdes défaites et qui ne joue plus, c'est un constat, c'est pas une critique, qui ne joue plus à l'échelle de la vie politique française dans l'ensemble du pays le rôle que cette grande formation politique a joué par le passé. Et ce qui est arrivé au Parti communiste peut arriver à d'autres. Par contre, je crois qu'il y a dans notre pays, sous d'autres formes, toujours, et d'une certaine manière, l'émergence de la France insoumise en est l'illustration. Il y a dans notre pays toujours cette volonté d'une gauche plus radicale, plus offensive, parfois plus combative, qui est nécessaire dans notre pays pour ensuite exercer les responsabilités du gouvernement. Vous adhérez au Parti socialiste, et là-bas aussi, une femme va vous inspirer, Martine Aubry. Oui. Vous dites quelque chose de fort dans votre livre, que vous êtes senti le plus heureux lorsqu'elle était à la tête de ce parti. Oui. D'abord parce qu'à cette époque-là, il occupait une autre place dans le pays que celle qu'il occupe aujourd'hui. Et même si je suis très à l'aise avec ce qu'a engagé Olivier Faure depuis quelques années, il faut reconnaître que le Parti socialiste n'a aujourd'hui plus la place qu'il occupait par le passé. Mais oui, moi, ce que j'apprécie chez Martine Aubry, c'est cette capacité qu'elle a à la fois à être intraitable sur les valeurs, parce que je crois profondément que la gauche et les électeurs de gauche sont toujours très attachés aux valeurs. Donc elle est intransigeante même d'une certaine manière sur les valeurs. Et en même temps, elle sait traduire les valeurs auxquelles nous croyons, les objectifs politiques que nous poursuivons et la mise en œuvre concrète de ce que ça veut dire en termes d'action au service des gens. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être dans l'incantation, dans les grands discours. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour changer concrètement la vie des gens. Et ça, j'ai toujours trouvé qu'elle savait bien faire les deux.
tracer la perspective, penser global, avoir beaucoup d'ambition et en même temps être sérieux, être crédible, être efficace pour au-delà des grands discours, changer concrètement, réellement la vie des gens. Vous évoquiez tout à l'heure le nom du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Pour vous, son choix de participation à la NUPES, à la nouvelle Union populaire écologique et sociale, a été peut-être suicidaire pour le Parti socialiste aujourd'hui ou Je crois tout l'inverse. D'abord parce qu'il faut se souvenir que dans quel état nous étions au lendemain de l'élection présidentielle. Un score en dépit du courage et de la ténacité d'Anne Hidalgo, un score historiquement bas. Ça faisait 2 élections présidentielles que le Parti socialiste était éliminé du 2e tour, et puis des scores infinitésimales, 1,7 à cette élection présidentielle. Et donc il a fait le juste choix pour permettre au Parti socialiste, d'abord je crois, d'envoyer un message clair en faisant cet accord politique avec les autres partenaires de gauche, insoumis, communistes, écologistes. Le Parti socialiste, il est dans un camp, celui de la gauche. Parce que ces dernières années, il y avait pu avoir des doutes, des interrogations, avec le parcours des uns et des autres, avec les déclarations des uns et des autres, avec cette théorie auquel moi je n'ai jamais cru, des gauches irréconciliables. Et donc, cet accord politique de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, c'est à la fois prendre acte du choix des électeurs au moment de l'élection présidentielle, et je crois de ce message qui nous était adressé de « rassemblez-vous, on en a assez de vos querelles, on en a assez que la gauche soit éliminée, rassemblez-vous ». C'est la condition, le rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est la condition pour qu'il y ait une gauche dans ce pays qui incarne une alternative possible. Et donc, en conscience, il a proposé ça aux adhérents du Parti socialiste à travers nos instances nationales, et il a eu raison, à la fois parce que ça permet de replacer le Parti socialiste dans un camp, celui de la gauche, et deuxième chose, ça montre aussi que quels que soient nos débats, quelles que soient nos divergences, je ne suis pas devenu insoumis dans cet accord, mais le rassemblement n'est pas impossible dès lors qu'on a la volonté politique de poursuivre cet objectif. Et vous comprenez bien que moi, à la fois par mon histoire personnelle, par la responsabilité qui est la mienne à la tête de la Seine-Saint-Denis, par les politiques publiques que je mets en œuvre, je me sens co-responsable de cette nécessité absolue de rassembler la gauche et les écologistes pour pouvoir à la fois gagner, mais transformer durablement, du point de vue social et écologique, la vie de nos concitoyens. En janvier 2023 aura lieu le congrès de votre parti à Marseille. Pensez-vous que Olivier Faure doit être reconduit, ou vous-même avez-vous des ambitions à la tête du parti? En tout cas, j'assumerai la responsabilité qui est la mienne. Je pense que quand on a l'histoire que j'ai, quand on a le parcours politique qui est le mien, quand on met en œuvre dans un territoire emblématique pour les catégories populaires et la jeunesse de ce pays, et par la nécessité, je le crois, que la gauche, elle assume toujours sa mission historique, qui est de représenter et parler aux catégories populaires et à la jeunesse. Donc je considère que, vu ce qu'est la Seine-Saint-Denis, et encore une fois, vu les politiques en mini-mène, vu le parcours personnel et politique qui est le mien, je dois prendre ma part dans ce travail de débat, de choix, de reconstruction d'une grande force politique nécessaire à l'alternance, à l'alternative dont le pays a besoin. Donc oui, j'y prendrai ma part. Avec d'autres, on va participer, y compris le congrès du Parti socialiste, c'est beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et donc je vais participer avec d'autres à l'écriture de certains textes. Et puis oui, moi je souhaite que le débat finalement il s'organise autour de quelques idées, à savoir il faut si certains adhérents du Parti socialiste, responsables du Parti socialiste, pensent qu'il ne faut pas le rassemblement de la gauche et des écologistes, qu'ils le disent. Et les militants trancheront. Donc, si c'est ça le débat, oui, je serai du côté de ceux qui le disent, et notamment en particulier Olivier Faure, puisqu'il l'a fait et il pense comme moi que c'est absolument nécessaire pour l'avenir. Et puis aussi de la nécessité de tracer des axes politiques, de les traduire en politique à venir, en action, en proposition, parce que quand même, il y a une urgence absolue. C'est que désormais, il y a une course de vitesse qui est engagée contre l'extrême droite dans notre pays. Vous savez, l'extrême droite autoritaire, réactionnaire, raciste, disons-le, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Trump aux États-Unis, Salvini et Meloni en Italie, Orban en Hongrie, d'une certaine manière Boris Johnson en Grande-Bretagne, Bolsonaro au Brésil. L'extrême droite, ça arrive même dans les plus grandes démocraties du monde. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, oui, il y a une course de vitesse avec l'extrême droite. Elle a été 3 fois qualifiée au 2e tour de l'élection présidentielle en 20 ans. Elle a désormais 89 députés à l'Assemblée nationale. Il y a des digues qui ont sauté pour nous protéger de l'extrême droite. Et donc, la gauche, elle a une responsabilité historique. Et notamment, et je le crois, de s'unir, de se rassembler, et puis surtout de ne jamais renoncer à laisser les catégories populaires, toutes les catégories populaires, celles de la France périphérique, celles du monde rural, celles des quartiers populaires de banlieue. On ne peut pas laisser Moi, je ne me résoudrai jamais, compte tenu de mon histoire personnelle et politique, à laisser les catégories populaires dans l'abstention ou dans le vote pour l'extrême droite. C'est notre rôle de les remobiliser. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous appelez dans votre ouvrage, de manière plus générale, on parlera de la gauche dans son ensemble, à une gauche plus intransigeante avec ses valeurs. Vous dites par exemple que la gauche n'arrive plus à concilier majorité politique et majorité sociale. Quelles sont les raisons de ce décalage selon vous ? Je crois que c'est qu'après des décennies de ce néolibéralisme qui comprime les salaires, qui pense qu'il y a trop de dépenses publiques, qui affaiblit le service public. Nous avons parfois donné nous-mêmes l'impression, quand nous étions en responsabilité, finalement, que nous n'étions pas assez résistants face à ce néolibéralisme qui a voulu, encore une fois, tout libéraliser, considérer qu'il y avait des pans entiers de notre économie et même des services publics qui devaient être transmis au marché. Eh bien, ça, ce n'est pas possible parce que jamais les inégalités n'ont été aussi importantes. Jamais notre planète n'a été aussi malmenée par ce modèle de développement qui privilégie le toujours plus, l'argent, la concentration et les plus riches. Et donc oui, je crois que la gauche doit à nouveau porter une nouvelle ambition sociale, de justice, d'égalité, écologique, bien évidemment, face à ce que chacun a perçu comme maintenant une priorité absolue vu l'été que nous avons passé. Pour rebondir, vous évoquez les réformes impopulaires dans votre ouvrage, telles que la loi sur la déchéance de nationalité, la loi El Khomri. Pensez-vous que le Parti socialiste s'est tiré une balle dans la tête avec tout ça ? En tout cas, nos électeurs nous ont signifié qu'ils ne voulaient pas de ça, qu'ils n'attendaient pas ça de nous. Oui, la gauche, elle ne peut pas porter ce débat nauséabond de la déchéance de nationalité. Bien sûr qu'il faut par ailleurs, dans le domaine économique et social, bien sûr qu'il faut du réalisme économique. Bien sûr que les entreprises, elles doivent être compétitives, y compris à l'international. Mais quand on aide les entreprises, par exemple, à rétablir leur marge, leur compétitivité, leur capacité à se développer, il faut qu'il y ait des contreparties pour les salariés, en termes d'emploi, en termes de conditions de travail, en termes de formation, en termes de salaire. Aujourd'hui, le niveau des salaires dans notre pays est beaucoup trop bas. Il a été beaucoup trop pressuré. Donc, on voit la crise du travail, on voit y compris maintenant les difficultés qu'il y a à recruter, on voit aussi les difficultés qu'il y a dans tous les secteurs des métiers du lien, du soin, de l'éducation, y compris qui touchent donc les services publics de notre pays. Et ça, quand on veut représenter les catégories populaires et la jeunesse, leur donner un espoir qu'on vivra mieux demain, y compris par rapport à la situation de ses parents, eh bien oui, on attend de la gauche qu'elle soit offensive, ambitieuse et qu'elle porte une nouvelle espérance. Parlons du travail, c'est très fort ce que vous dites aussi encore, que lorsque la droite parle de salaire, c'est pour les baisser, et quand vous le faites, c'est pour les défendre. J'ai envie de vous demander, le travail est une valeur de gauche ou une valeur de droite ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Fabien Roussel qui demande de mettre fin à la gauche des allocs ? En tout cas, bien évidemment que la gauche, la valeur travail, la valeur du travail, elle est essentielle pour la gauche. D'abord parce que nous représentons
nous voulons représenter d'abord celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, qui n'ont pas de capital. Et donc, c'est d'abord notre électorat, le monde du travail. C'est l'électorat de la gauche. Donc, et nous voulons défendre la valeur du travail, et notamment pour un travail qui permet de vivre dignement, qui est justement reconnu, qui est valorisé, qui a du sens. Et donc, bien évidemment que moi, je n'accepte pas finalement que les libéraux, que la droite nous donne des leçons sur ce domaine, parce que elle trouve toujours qu'il faut pressurer les salaires, qu'il faut parfois les baisser, parce que quand la droite et les libéraux nous disent qu'il faut baisser les cotisations sociales, mais les cotisations sociales, ça s'appelle du salaire différé. C'est pour nous protéger, les cotisations sociales, quand on est malade, quand on perd son emploi, quand ensuite on vieillit et qu'on prend sa retraite. Ça s'appelle les cotisations sociales que nous versons, que les employeurs versent. C'est du salaire différé pour plus tard, justement quand nous serons confrontés à la maladie, à la vieillesse ou à la perte d'emploi. Et donc, à force de toujours vouloir baisser ces cotisations sociales, eh bien, on affaiblit le salaire, on affaiblit la juste valeur et la juste reconnaissance des salaires des travailleurs. Et je crois vraiment qu'actuellement, oui, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent dur, mais qui ont le sentiment, et pas seulement le sentiment, c'est la réalité à laquelle ils sont confrontés, que leur travail n'est pas justement reconnu et qu'il ne leur permet plus même de vivre dignement. Combien de gens en Seine-Saint-Denis ou même au fin fond de la Creuse maintenant ont une vie dure et qui commence de plus en plus tôt, non plus à la fin du mois, mais dès le 15 du mois, et qui doivent choisir entre se chauffer, se nourrir, se vêtir, pouvoir partir en vacances ou faire partir leurs enfants en vacances. Bon, et ça, ce n'est pas possible. Sinon, on ne peut pas verser des larmes qui seront que des larmes de crocodile sur la montée inexorable de l'extrême droite dans notre pays. Parce que l'extrême droite, elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de cette mal-vie. Elle se nourrit des difficultés que rencontrent en particulier les plus modestes de ce pays. Vous êtes contre la réforme du président de la République qui souhaite une retraite à 65 ans, dit-il, pour protéger le système? Est-ce que vous croyez... D'abord, ce que je constate, c'est que le président de la République, il n'y a pas si longtemps que ça, il nous disait lui-même que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'était inacceptable, c'était insupportable, c'était une hypocrisie. D'abord, la réalité, c'est que l'âge effectif du départ à la retraite, ce n'est pas l'âge légal du départ à la retraite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'âge légal du départ à la retraite, c'est 62 ans pour pouvoir avoir une retraite à taux plein si on a cotisé son nombre de trimestres en nombre suffisant. Mais la réalité, c'est que à cet âge-là, il y a déjà plein de salariés qui ont dû quitter leur entreprise parce qu'il y a eu des licenciements, et ce sont d'abord les salariés les plus âgés qui ont été licenciés, parce que certains sont malades, parce que d'autres sont privés d'emploi, parce qu'ils ont été confrontés, je le disais, à des licenciements. Et donc, plus on repousse l'âge légal de départ à la retraite, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la part des salariés qui sont effectivement en train de travailler est de plus en plus faible quand on constate la réalité d'aujourd'hui. Mais ça veut donc dire que quand ils auront effectivement le droit de prendre leur retraite, ils auront donc des retraites beaucoup plus faibles, puisqu'ils auront été soit au chômage, soit à la maladie, soit même parfois au RSA quand ils n'ont plus de droit à l'indemnisation du chômage. Et donc, ils vont avoir des retraites de plus en plus faibles. Donc, en fait, le gouvernement devrait dire la vérité en français. Repousser l'âge légal du départ à la retraite, c'est affaiblir le niveau global des pensions dans notre pays. Et donc, en fait, il veut que la part de ce que collectivement nous consacrons à nos retraites soit plus faible. Mais ça veut dire qu'on va retrouver la situation qu'on avait connue avant 81, justement, puisque vous parliez 81, de retraités pauvres, de retraités plus pauvres qu'avant. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire dans un pays qui, en 30 ans, en 40 ans, s'est enrichi? La richesse de notre pays, elle est plus forte qu'hier ou qu'avant-hier.
on ne serait pas capable de consacrer une partie de cette richesse justement à ce qui est une chance, le vieillissement de la population. Et donc, il faut dire la vérité, il faut assumer ce débat et surtout, il faut accepter la négociation. Toutes les organisations syndicales, pas une, même celles qu'on présente souvent plus modérées que les autres, la CFDT, toutes les organisations syndicales représentatives des salariés sont opposées à l'allongement de l'âge légal du départ à la retraite. Pour vous, cette retraite n'ira pas à son terme et même si elle est pas venue d'être votée, pensez-vous qu'elle risquerait de mettre le pays à feu et à sang? En tout cas, je crois qu'il faudra que notre pays se mobilise contre cela, parce que par ailleurs, je disais que ça va appauvrir un certain nombre de retraités, et puis ça va renforcer les inégalités déjà existantes en matière de retraite, parce que ce sont d'abord les femmes, ce sont d'abord les salariés précaires, ce sont d'abord toutes celles et tous ceux qui ont des retraites hachées, avec des périodes de travail qui ont une carrière hachée, avec des trous dans leur carrière professionnelle. C'est tous ceux-là qui vont être concernés par l'aggravation et la baisse de l'aggravation de notre système de retraite et la baisse du niveau général des pensions que cette réforme va inévitablement occasionner si elle est mise en œuvre. Restons sur la gauche. Vous souhaitez, dans votre livre, vous souhaitez un retour de la gauche au gouvernement, mais vous critiquez les institutions françaises, donc la Ve République, qui selon vous n'est pas en phase avec son temps. En tout cas, ce que je crois, c'est que notre pays et les Françaises et les Français sont attachés à l'élection du président de la République au suffrage universel, et je crois que personne ne reviendra sur cette élection du président de la République au suffrage universel. Mais en revanche, on est en train de prendre tous les défauts de la présidentialisation du régime, c'est-à-dire avec des pouvoirs essentiellement entre les mains du président de la République, avec un Parlement complètement affaibli, avec un exécutif, notamment le gouvernement, qui est souvent, tétanisé avant qu'il y ait un choix fait exclusivement par le président de la République. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer nos pouvoirs. Il ne faut pas s'en remettre tous les 5 ans comme ça à l'élection d'un seul qui, comme par miracle, comme par magie, parce qu'il serait un surhomme ou je l'espère un jour peut-être, une femme ou une surfemme, réglerait tous les problèmes. Je ne crois pas à ça. Et d'ailleurs, depuis ces dernières années, à chaque fois le pays se mobilise d'ailleurs, parce que l'élection présidentielle, c'est désormais l'élection où, malgré la baisse de la participation, ça reste l'élection à laquelle les Français participent le plus. Tous les 5 ans, le pays se mobilise et quelques mois ou quelques années plus tard, la déception est immense. Et donc, je crois vraiment qu'il faut, par exemple, dans le cadre d'une réforme des institutions, redonner du pouvoir au Parlement, supprimer le 49.3, donner la maîtrise de l'ordre du jour de l'Assemblée au Parlement, faire en sorte qu'il y ait l'élection davantage avec une dose de proportionnelle beaucoup plus grande, réformer l'ordre du jour. Enfin bref, il y a des mesures qui permettent de donner un rôle beaucoup plus grand au Parlement, parce que quand on est 577, moi je crois que quand on est c'est plus efficace, c'est plus utile de partager la décision, de négocier, de trouver des compromis pour trouver la meilleure décision possible. On est plus fort quand on est plus nombreux. Très bien, parlons d'écologie rapidement. Vous considérez qu'elle fait partie des sujets d'inégalité et c'est fort ce que vous dites aussi encore, c'est qu'il est impossible de concilier écologie et projet libéral. Donc, ce que moi je veux vous demander, quand on vient de droite et qu'on parle d'écologie, c'est totalement chimérique. En tout cas, ce que je crois, c'est que la question écologique, comme bien d'autres sujets, c'est aussi une question liée aux inégalités. Ouais. Moi, ce que je constate, c'est qu'au sud, comme au nord de la planète, c'est d'abord les plus modestes, les plus fragiles, les plus pauvres, disons-le, qui ont à subir les plus grandes pollutions atmosphériques, les plus grandes nuisances industrielles, la malbouffe. Vous vous rendez compte que cet été, à cause des inondations au Pakistan, il y a 50 millions de déplacés. Qui pense-t-on est le plus concerné ?
forcément, ceux qui n'ont pas plus protégé, ceux qui n'ont pas des habitations les mieux placées. Et donc, oui, je crois, et c'est pareil dans notre pays. Vous savez, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine, mais en 2003, eh bien, c'est le deuxième département de France concerné par le nombre de décès le plus important des personnes âgées. Parce que les personnes âgées qui restent en Seine-Saint-Denis, souvent elles sont plus pauvres, elles ont été plus abîmées par la vie personnelle et professionnelle, et elles habitent dans des logements moins bien isolés. Donc, on ne réussira la transition écologique que si, en même temps, on lutte contre les inégalités. Parce que l'écologie, c'est une nouvelle frontière des inégalités. Et c'est la mission de la gauche que de lutter contre ces inégalités. Je crois vraiment que pour réussir, pour embarquer toute la population, il faut faire de ce combat écologique une nouvelle lutte contre les inégalités. Bon, rapidement, parce que nous sommes pris par le temps, on va parler de votre département. Vous prenez la tête en 2012 d'un département que vous présentez comme un des plus pauvres au cœur d'une région particulièrement riche. Vous vous dites quoi en ce moment-là ? Quand vous arrivez à la tête? Quand j'arrive en 2012, forcément, j'ai pas l'expérience et ce que j'ai éprouvé depuis 10 ans, mais je me retrousse les manches et puis et j'essaye, parce que je suis passionné par ce département, parce que je crois profondément à l'action publique, parce que je crois profondément à ce combat pour l'égalité, parce que je crois que l'égalité, c'est une passion française, et donc je me mets au travail et j'agis. Et puis finalement, quand je me retourne pour regarder ces 10 années, on a semé les graines de l'action qui est indispensable aujourd'hui, sur la lutte contre les emprunts toxiques, sur la bataille pour la renationalisation du RSA, la bataille pour obtenir ce métro du Grand Paris Express qui va changer la vie des habitants de la Seine-Saint-Denis, l'action dans les collèges. On a construit quasiment chaque année 1 à 2 collèges chaque année scolaire, construits ou reconstruits. Et on arrive maintenant, au bout de ces 10 ans, à la veille d'une ère de transformation inédite pour la Seine-Saint-Denis. C'est en Seine-Saint-Denis que vont se dérouler les plus grands événements sportifs internationaux, la Coupe du monde de rugby l'année prochaine, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 pour lesquels nous nous sommes mobilisés, qu'on devrait appeler Seine-Saint-Denis 2024. L'essentiel va se passer ici. Les gares du métro du Grand Paris Express, un tiers des gares de ce futur métro qui va circuler autour de Paris, 200 km de métro qu'on va réaliser maintenant en moins de 10 ans. C'est 2030, la fin de ce réseau, de la construction de ce réseau. Un tiers des gares sont en Seine-Saint-Denis. Donc la Seine-Saint-Denis, il suffit de se tourner. Il y a des chantiers partout, il y a des grues partout. Elle est à la veille d'une ère de transformation. Moi, mon objectif, c'est que ces transformations, elles profitent aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Elles soient utiles pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, pour faire en sorte que ceux qui vont bien, puissent vivre harmonieusement avec ceux qui sont encore fragiles, qui ont encore des difficultés. Et donc, oui, je crois vraiment que c'est le rôle notamment de l'action publique de tenir les deux bouts de la chaîne, de faire en sorte que, cette Seine-Saint-Denis qui va bien, qui n'a plus rien à envier avec certains arrondissements parisiens, elle puisse entraîner cette Seine-Saint-Denis encore fragile, encore en difficulté. Justement, parlons d'un autre phénomène qui est considéré comme une autre forme d'inégalité, l'insécurité. Quand on parle de la Seine-Saint-Denis, on fait toute allusion aux questions d'insécurité et autres. En 2018, ici même, le Premier ministre Édouard Philippe lançait le projet Un État plus fort en Seine-Saint-Denis. Quels sont les résultats? D'abord, quand le Premier ministre Édouard Philippe, à la suite d'un rapport parlementaire qui avait pointé les défaillances de l'État dans ses grands domaines d'action régaliens, la police, la justice, l'éducation, mais aussi, d'une certaine manière, la santé, j'avais dit que ces annonces, elles étaient intéressantes et je ne les avais pas balayées d'un revers de la main, sur une prime de 10 000 euros pour les fonctionnaires qui restent plus de 5 ans, parce qu'on a une caractéristique en Seine-Saint-Denis, c'est que souvent, les fonctionnaires qui viennent travailler ici repartent aussi vite qu'ils sont venus. Donc pour les fidéliser, c'est important. Donc cette prime de 10 000 euros, une augmentation et une nomination d'effectifs de police, de greffiers et de magistrats. Donc j'avais salué
un certain nombre de ces avancées, mais si elles ne sont pas poursuivies, amplifiées au regard de ces transformations, au regard de l'augmentation de la population, dans 5 ans, il faudra recommencer à se mobiliser et à obtenir un énième plan. Et donc, c'était le sens du jugement que j'avais porté vis-à-vis de ces annonces. Et puis enfin, par rapport à cette question spécifique de la sécurité, moi, je n'ai pas de tabou sur cette question, parce que je considère que, là encore, ceux qui ont le plus à souffrir de l'insécurité, c'est toujours les plus fragiles. Ceux qui peuvent se mettre à l'abri dans des quartiers sécurisés, dans des maisons protégées, c'est les habitants les plus favorisés à l'ouest de Paris. Par contre, ceux qui souffrent d'un espace public dégradé, d'un espace public qui est envahi par des automobilistes qui se comportent mal, par des trafiquants qui empêchent des femmes, des personnes âgées, des enfants de pénétrer tranquillement, par exemple, dans leur hall d'immeuble, c'est toujours les plus fragiles. Donc oui, la gauche, elle doit mener cette bataille contre l'insécurité, en exigeant que la police nationale et la justice fassent leur travail, soient dotées de moyens suffisants, notamment dans les territoires qui ont le plus à souffrir de l'insécurité. Et puis, je suis aussi pour que l'action locale, notamment municipale, puisque les maires ont des pouvoirs de police, soit développée. Moi, j'ai réclamé depuis longtemps des polices municipales avec des effectifs suffisants, avec des équipements adaptés à la violence à laquelle on est parfois confronté dans notre société, avec de la vidéosurveillance, avec le fait de ne pas accepter cette dégradation, cette occupation de l'espace public qui ne nous permet pas de vivre et de travailler, de faire ensemble dans nos villes. Dans le dernier chapitre de votre ouvrage, vous parlez aussi de l'avenir du département. Vous avez un titre qui est très moqueur sur le bord. Vous dites « La République en Seine-Saint-Denis, le grand emplacement ». Est-ce une pique adressée aux théoriciens du grand emplacement ? Bah oui, vous l'aurez compris, oui, la République, la Seine-Saint-Denis, c'est son grand emplacement. Elle doit faire la démonstration que sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est pas seulement un slogan sur le fronton de nos écoles, que l'égalité à laquelle je crois ce pays est puissamment attaché. Notre pays a coupé la tête du roi au moment de la Révolution. Il a fait mai 68, on a fait 81. Quand Jacques Chirac s'est éloigné de sa promesse de la lutte contre la fracture sociale en 97, après la dissolution, le pays a envoyé un gouvernement de gauche. Il y a eu les Gilets jaunes quand Emmanuel Macron a oublié les réalités du pays. Donc on est puissamment attaché à l'égalité. Et donc, forcément, en Seine-Saint-Denis, qui est le territoire à la fois le plus jeune de France métropolitaine, mais aussi le plus pauvre de la France hexagonale, la République, elle est au défi de tenir sa promesse d'égalité républicaine. Et dans cette période où il va y avoir de grandes transformations, de grands chantiers, moi, je balaye pas d'un revers de la main. Au contraire, il y a des investissements publics et privés puissants qui vont être mis en œuvre ici, avec y compris les investissements des collectivités locales. On doit faire la démonstration que ici, on va réussir. Parce que si on ne réussit pas ici avec tout ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent, ça a désespéré de la République française. Et comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, il y a une forme de course de vitesse aujourd'hui qui est engagée vis-à-vis des forces antidémocratiques, de l'extrême droite. Il faut absolument réussir parce que ce qui va se passer ici, finalement, c'est aussi une démonstration pour le pays tout entier. Vous évoquez tout à l'heure la question des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby, que vous évoquez beaucoup aussi dans votre ouvrage. Vous considérez comme l'élément catalyseur de développement du département. Mais j'ai envie de vous demander, après les incidents du Stade de France, suite à la finale de la Champions League, est-ce qu'on peut avoir confiance aujourd'hui au département pour accueillir ces événements ? D'abord, le Stade de France, il existe depuis 25 ans, à peu près. 98, 2023, 25 ans. C'est pas la première fois qu'il y a des grands événements. Ce n'est pas la première fois même qu'il y a une Champions League. Et jamais il y a eu un tel chaos. Donc, à l'évidence, il y a eu ce soir-là des
une désorganisation, il y a eu des dysfonctionnements, des responsabilités qui n'ont pas été assumées en matière de sécurisation, de gestion des flux piétons, de l'organisation des transports. Mais je ne voudrais pas que ces incidents dramatique pour l'image de notre pays, pour l'image du Stade de France, soit un prétexte à nouveau pour pointer du doigt la Seine-Saint-Denis. Encore une fois, il y a eu des Champions League, il y a eu des grands concerts, il y a eu une Coupe du Monde de rugby, il y a eu une Coupe du Monde de football au Stade de France, et tout s'est bien passé. Donc, examinons, ça a été fait, il y a eu un rapport parlementaire, il y a eu un rapport du délégué aux Jeux Olympiques qui pointe les responsabilités, tirons-en les enseignements, les conclusions, et moi j'ai confiance dans notre capacité collective, dans la capacité de la France à organiser de grands événements sportifs internationaux. Et la Seine-Saint-Denis sera au rendez-vous de ces événements. Exactement. Alors pour conclure, vous dites aussi que je n'ai jamais envisagé mon engagement politique indépendamment de ce territoire. Il peut dépasser ce territoire, mais il inclut forcément. 2027 arrive, c'est dans votre tête, vous pensez à ça chaque fois que vous vous rasez le matin? Vous savez, moi j'ai toujours souhaité, ça fait longtemps que je suis engagé en politique, j'ai adhéré pour la première fois il y a bientôt 30 ans au Parti Socialiste, à un moment qui a été déjà très difficile pour lui, en 1993, après une lourde défaite électorale. J'ai toujours vécu mon engagement politique en Seine-Saint-Denis, mais forcément, avec l'expérience qui est la mienne, avec le parcours personnel et politique qui est le mien, je me dis que j'ai forcément des idées, une capacité, des convictions à mettre au service de ce nécessaire objectif de reconstruction de la gauche, de permettre à la gauche d'exercer à nouveau les responsabilités, au service, encore une fois, de ceux qui ont la vie dure, de ceux qui n'en peuvent plus dès le 15 du mois, des catégories populaires en particulier, mais même des catégories moyennes aujourd'hui dans notre pays qui s'inquiètent, qui se désespèrent, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Et donc, avec d'autres, je prendrai la part qui est la mienne dans ce travail et devant des grands moments que je l'espère redonneront de l'espoir, de l'espérance à notre pays. Merci Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre nouvel ouvrage, La Seine-Saint-Denis, la République au défi, sortira le 20 octobre prochain. Merci à vous, chers auditeurs. Merci. Je vous dis rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt.